Dans cet épisode, je reçois Rudy Koya, une figure incontournable de la musculation en France, fondateur de Superphysique et passionné par la quête de performance et de bien-être. Avec un parcours riche et une curiosité insatiable, Rudy partage ses réflexions sur la transformation physique, le dépassement de soi et l'équilibre de vie. Entre ses années de musculation, son défi en kayak et ses pratiques d'endurance, Rudy nous dévoile comment allier effort, discipline et plaisir dans chaque activité. Rudy explique également comment progresser continuellement dans son sport sans se blesser. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Salut Rudy, comment ça va? Salut Mehdi, bah écoute, ça va bien et toi? Ça va super. Écoute, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Eh ben, c'est toujours un plaisir, tu sais, de discuter avec toi depuis le temps qu'on se connaît. C'est On vrai pourrait que ça discuter commence pendant à des faire un heures. petit peu. Alors du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bah, rapidement, beaucoup me connaissent par rapport au milieu de la musculation, où j'ai tenté de démocratiser ce que j'estime être les bonnes connaissances via mes sites internet, que ce soit superphysique.org, rudicoya.com, et ça donnait lieu à plein de projets. Donc, s'il y en a que ça intéresse, ils peuvent aller voir sur ces deux sites-là, parce que sinon, ça ferait une longue présentation. Mais en résumé, souvent, je dis que je suis un passionné qui cherche des réponses à ces questions et ça résume plutôt bien les choses. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer tous les sports que tu fais? Parce que tu as récemment un petit peu bifurqué, on va dire. Ouais, et bah, pendant presque 20 ans, j'ai uniquement fait de la musculation, vraiment de manière intensive. Le but, c'était vraiment de se transformer physiquement. Donc, j'ai commencé vraiment au début par de la force athlétique, donc à un niveau bien moindre que ce qui se fait actuellement, mais ce qui m'avait suffi à l'époque pour être champion de France. Ensuite, j'ai testé le culturisme, donc naturel, parce que le culturisme, souvent, on associe ça au dopage, et donc j'ai testé ça de manière naturelle en 2007. Donc, j'avais été vice-champion de France. Et ensuite, pendant une bonne dizaine d'années, ça a été vraiment l'objectif de se transformer physiquement. Et à un moment, je suis un peu arrivé au bout de cette pratique. À un moment, bah voilà, t'es super entre guillemets, tu te trouves bien et puis en fait, tu t'entraînes pour ne plus progresser, pour te maintenir parce que en fait, les progrès deviennent presque impossibles. Il faudrait s'investir plus, il faudrait n'avoir aucune vie sociale, il faudrait se coucher tous les jours à la même heure, il faudrait être pro quoi en fait, alors qu'il n'y a rien à gagner. Et donc, j'en ai eu un petit peu marre de m'entraîner pour rien. Et donc aujourd'hui, je continue forcément la musculation, mais de manière moins intensive. Mais je pratique beaucoup le kayak que j'ai découvert il y a maintenant quelques années, ce qu'on appelle du kayak de course en ligne. Donc moi, je fais ça plutôt avec un surf ski sur des lacs, mais c'est un peu la même thématique. Et donc, bah, en plus, récemment, j'ai fait une vidéo pour ceux qui s'intéressent sur ma chaîne YouTube. Ils tapent kayak à Aigbelette et puis ils verront la vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, ça ressemble surtout à ça mes activités. Et parallèlement, et bah, par période, je me remets à faire un peu de vélo, un peu de course à pied, mais de manière moins assidue. C'est vraiment le kayak qui occupe le plus, on va dire, ma pratique sportive aujourd'hui. Super. Et j'ai vraiment l'impression que tout ce que tu entreprends, du moins dans le sport, tu cherches quand même continuellement la performance. Alors pour toi, c'est quoi la définition de la performance? Ouais, je sais pas si je cherche la performance en fait. J'ai réfléchi à cette histoire de progrès récemment. Et je dirais que je suis plutôt un adepte de l'effort. En fait, j'ai du mal à faire une activité uniquement pour me promener, uniquement pour la balade. Alors, tu vois, si je fais du vélo, je vais avoir du mal. La dernière fois, j'ai mon associé qui était venu sur Annecy à la Villa Superphysique. Il est venu, il me dit, ah, on va faire du vélo. Et je lui dis, mais ouais, mais on fait le tour du lac, on bourre et tout. Il me dit, non, non, on le fait tranquille, à 18 km/h, tout ça. Et je dis, moi, je peux pas. Je dis, même si je fais pas de vélo souvent, quand je fais du vélo, j'ai envie que ce soit un effort. Alors, pas forcément un effort 10 sur 10, mais de sentir que je suis en train de faire un effort, qu'à la fin, j'ai fait un effort, que j'ai une bonne fatigue. Et c'est plus ça, en fait, qui m'intéresse. Alors, je suis encore jeune, hein, alors peut-être que ça va diminuer avec les années, mais c'est vraiment cette notion d'effort qui me motive, quelle que soit l'activité, plutôt que la performance en elle-même, parce que la performance, pour moi, c'est pas très concret, tu vois, la performance, c'est un objectif. Et comme je disais il y a quelques jours dans mon Leadercast, que j'ai sorti, un podcast que j'anime, euh, c'est vraiment dans le chemin, dans le processus que tu prends du plaisir et c'est pas l'atteinte de l'objectif. Donc, on peut dire que ouais, je suis performant dans l'effort, dans le sens où je vais pas me retenir de tout donner s'il faut tout donner, quoi. On fait quand même un sport, effectivement, du coup, pour s'améliorer. Du coup, est-ce qu'il y a je vais dire, des méthodes ou des phases pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Est-ce que, je vais dire, par exemple, d'abord on s'entraîne, puis l'alimentation on laisse de côté, ou on se repose. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour commencer à progresser au fur et à mesure et atteindre, on va dire, notre performance? Ben, tu sais, moi, souvent, je fais la distinction entre un rêve et un objectif. Un rêve, bah voilà, c'est pas très concret, ça va dans tous les sens. Alors que c'est un objectif, tu vas mettre en place un plan.
il y a un plan, tu vois, là, on se reprend le kayak, il y a un plan, il y a des séances, il y a un programme chaque semaine. Tu le fais un peu à rebours. Tu vois, là, l'objectif, il est en juillet ou en août et tu vas planifier, grosso modo, ta saison. C'est un grand mot aussi, la saison, c'est pas de compétition, mais tu vas planifier voilà, tes mois, tes séances et forcément les adapter en fonction de ce qui se passe, de comment tu évolues, tout ça. Mais c'est de faire un plan, tout simplement. Quand, tu vois, il y a plusieurs erreurs, je dérive un peu, mais comme tu as aussi un peu de coaching sur l'entrepreneuriat, c'est que souvent les gens ont des objectifs qui sont démesurés par rapport à où ils en sont. Et je rappelle souvent le poème de, je crois que c'est Antoine de Saint-Exupéry, L'art des petits pas, qui explique en fait qu'il faut découper ses objectifs petit pas par petit pas, parce que c'est vraiment ça en fait qui fait la différence. Il faut que ce soit accessible à ton niveau, et après tu t'appuies sur ces petits objectifs que tu as remplis pour un plus gros objectif, sans évidemment perdre l'objectif, on va dire, global de vue. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et du coup, pour toi, dans le kayak, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement? Bah, actuellement, j'essaye de me limiter à 5 séances par semaine. Bah, après, en ce moment, ça va parce que je donne pas mal de cours pour les futurs coachs sportifs, donc en BPGEPS. Donc, ça me prend pas mal de temps. Et donc, bah, je fais 5 séances par semaine. En gros, il y a 2 séances vraiment dures ouais, actuellement, qu'on appelle plus des puissances aérobies. Donc, des fractionnés de 1, 2, 3, 4, allez, 5 minutes. Voilà, il y a 2 séances dans ce style-là. Donc, s'il y a des 1 minute, l'autre, ça va être des 5 minutes. S'il y a des 2 minutes, il va peut-être avoir des 6 minutes. Voilà, des trucs comme ça. Euh, il y a au moins 2 séances, on va dire, qui sont plus techniques, mais où l'investissement, un peu comme un aviron, à chaque coup de pagaie, à chaque coup de rame, est important, où tu veux faire glisser le bateau, tu veux vraiment bosser sur ta technique, donc c'est un investissement plutôt musculaire. Et après, il y a plutôt une séance style en groupe, où c'est une séance un peu mixte, dans le sens où on se tire la bourre avec les copains, et où en fait, bah, il y en a un, ça se trouve, qui s'emballe, qui part à fond, donc on le suit. Le thème de la séance, c'est il faut suivre le leader, quoi. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça, tu vois, en ce moment. Du coup, 2 séances durent dans une semaine. Je ne sais pas si on peut rapprocher un peu l'effort à des sports d'endurance, style Si, course si, à pied bien sûr, bien trail. sûr. Voilà, ouais, Est-ce que ça c'est pas ressemble. un peu trop 2 séances dures dans la semaine? Ouais, bah, alors tu sais, il y a tout ce débat autour de l'entraînement polarisé, du fameux 80-20. Et j'ai fait un article récemment, je sais pas si tu as vu, le guide ultime de l'endurance. Ouais, Donc, j'allais dire, ouais. il y a une sorte de mini-livre, on va dire, sans dire exactement ce qu'il faut faire, parce que j'ai pas encore l'expérience pour, en tant que coach, même si j'entraîne un peu en endurance dernièrement. Euh, j'ai passé l'expérience pour dire voilà vraiment ce qu'il faut faire, il faut vraiment que je fasse des tests. Et en fait, il y a plein de débats là-dessus. Tout dépend, j'ai envie de dire, de bah, tes capacités de récupération, comment tu récupères déjà d'un effort, on n'est pas tous égaux. En ce moment, je lis d'ailleurs le bouquin de l'INSEP sur l'individualisation de l'entraînement de Adrien Sebo, qui est hyper intéressant. On ne récupère pas tous pareil. Ensuite, quand tu fais un effort, euh, tu vas avoir en quelque sorte, tu sais, c'est un peu comme en muscu, tu as un effort type. Tu en as, ils mettent très lourd, puis en fait, ça va, ils récupèrent bien, tout ça. D'autres, ils font des efforts plutôt en série longue, puis ils récupèrent pas, ils sont morts, ou à l'inverse, ils récupèrent super bien. Ça va dépendre de comment ça va t'impacter. Moi, ce que je vois dans ma pratique personnelle, là où je cherche à progresser, c'est des efforts, on va dire, comment on peut dire, des efforts entre 10 et 30 minutes. Tu vois, c'est plus ça mes tests. C'est comment je peux faire pour progresser là-dedans. Et en fait, c'est beaucoup d'entraînement, soit de puissance aérobie, soit au seuil. Donc, tu vois, les séances techniques, pour moi, c'est des séances, je caricature, qui sont au seuil 1 à peu près. Voilà, si on prend le seuil ventilatoire 1, seuil lactate 1, voilà, c'est dans ces eaux-là. Mhm. Ensuite, la séance sans thème, bah, c'est un entre-deux, tu vois, c'est entre les deux seuils, on va dire. Et après, j'ai 2 séances intenses. Donc, effectivement, j'ai un ratio peut-être qui est plus proche des 50-50 que des 80-20. Mais ensuite, moi, ça me paraît logique dans le sens où je n'entraîne que 5 fois par semaine. Alors que, évidemment, quand tu as 10, 12, 15 séances, bah ouais, en fait, tu peux pas faire 4 séances hyper dures. Tu en fais 3 et puis toutes les autres, elles sont faciles ou semi-faciles. Mais quand tu t'entraînes peu, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais quand tu t'entraînes que 5 fois par semaine, pour moi, tu n'as pas assez de séances pour vraiment polariser ton entraînement. Sinon, en fait, tu fais 4 séances faciles et une dure. Et c'est trop peu. J'ai déjà fait des tests et pour moi, c'est beaucoup trop peu. En fait, je perds mon seuil, entre guillemets, je perds ma capacité à résister. Je continue à pouvoir accélérer, mais j'ai pas la caisse, en fait, comme on dit.
Et c'est pour ça que j'y crois moyennement quand tu as peu de séances. Tu vois, quelqu'un qui s'entraînerait 3 fois par semaine, j'ai pas mal de gars qui s'entraînent 3 fois par semaine en course à pied. Bah, souvent, je mets une séance dure et deux faciles, tu vois. Et donc, ça fait un ratio, tu vois, 66-33. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il faut encore une fois mettre du contexte là-dessus et se dire, est-ce que la personne s'entraîne suffisamment pour mériter ses séances faciles et ne pas avoir de séances dures? Tu vois, on connaît tous des gars ou des filles qui courent un peu au pif et qui font des séances toujours trop dures, en fait. Mais ils avancent. Tu vois, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils progressent, tout va bien pour eux. Et au bout d'un moment, effectivement, ils stagnent et ils s'intéressent à l'entraînement. Ils disent, ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais n'empêche que peut-être pas, vu le niveau où ils en sont, ils ont bien progressé. Tu vois, il y a un type dans l'ultra trail qui s'appelle Casquette Verte, peut-être que tu connais. Ouais. Voilà. Le gars, j'ai pas l'impression qu'il fasse de la basse intensité, hein. J'ai l'impression qu'il est toujours entre les deux seuils, le type. Tu vois, il fait que ça, que ça, que ça. Et puis le mec, il se classe bien, tu vois. Tout le monde dit, ouais, il va se péter. Non, non, bah peut-être, hein, parce qu'il s'entraîne peut-être trop intensément, j'en sais rien. L'avenir nous le dira. Mais finalement, ça marche aussi, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette mode de l'entraînement polarisé. Et moi, pour l'avoir testé beaucoup cette année, j'ai vu que, en fait, je perdais dans cette caisse, quoi. Je perdais ce truc-là. Et mon analyse, c'est qu'effectivement, tu vois, l'année dernière, je faisais plus de séances de kayak. J'étais jusqu'à 9 séances par semaine. Bah ouais, je faisais 3 séances dures et 6 faciles, tu vois. Donc forcément, là, tu dis, bah ouais, tu fais beaucoup de volume à basse intensité. Bah oui, mais parce qu'en fait, quand tu es crevé, ça, tu vas pas continuer à forcer sur de la fatigue, à moins que tu fasses, je sais pas, ce qu'à la mode, un peu les doubles entraînements au seuil, entre guillemets, dans la journée ou à haute intensité. Mais sinon, tu mets des séances faciles, en fait, pour rajouter du volume, parce qu'on sait que sur les sports d'endurance, moi, j'estime pas que je fais vraiment de l'endurance, c'est un entre-deux, et bah, le volume que tu fais, à terme, est très prédicteur des performances que tu vas faire. Mais sinon, ouais, quand tu entraînes peu, pour moi, c'est pas pertinent ce 80-20. Ouais, je vois. Tu as parlé de récupération. Comment on peut savoir si on récupère bien ou pas? C'est quoi je vais pas dire les symptômes, mais comment on définit qu'on a bien récupéré et qu'on peut enchaîner des séances difficiles? Bah, il y a des indicateurs. Pour moi, il y a des indicateurs qui sont plus ou moins fiables. Des trucs assez simples. Par exemple, on peut s'acheter un dynamomètre, un truc pour mesurer sa poigne. Donc ça coûte 30 euros sur Amazon. Et on peut savoir le matin, par exemple, on fait un test, quelle est notre forme nerveuse. Tu vois, c'est un peu l'expression de la fraîcheur de ton système nerveux. Donc si tu dois faire une séance très intense, des sprints ou quoi, ou de la musculation très lourde, si ton système nerveux est dans les chaussettes, c'est mort. Tu sais que c'est mort. Voilà, c'est foutu. Euh, sur le cardiovasculaire, tu peux prendre ta fréquence cardiaque au repos, au réveil. Si elle est comme habituelle, ça va. Si elle varie, je crois de mémoire, les chiffres, c'est de 3 ou 4%. Tu vois, si tu as 3-4 pulsations de plus au réveil, dans la même position, voilà, ça veut dire que cardiaquement, tu es peut-être déjà un peu fatigué. Tu vois, pareil, si tu commences à t'échauffer, tu fais un effort et puis que ton cœur monte beaucoup moins que d'habitude, bah, souvent, c'est que, pareil, tu n'es pas dans les bonnes prédispositions cardiovasculaires pour être en forme. En même temps, les pulsations de ton cœur, c'est aussi un reflet de ton système nerveux. Tu vois, un bon exemple, moi, j'avais eu le Covid il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et en fait, quand j'avais, donc pendant une semaine, j'étais cuit. Après, j'ai repris le kayak et mon cœur ne voulait pas monter, en fait. Tu vois, à 100, 110, j'étais essoufflé, je ne pouvais pas accélérer. En fait, vraiment, tu vois, il me manquait quelque chose, quoi. Et donc, il m'a fallu 18 jours pour revenir, que mon cœur revienne. Mais ça aussi, c'est un signe. Puis après, il y a tous les trucs un peu de s'écouter. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu sens que tu es bien? Tu vois, il y a des matins, tu te lèves, tu es fluide, tout ça, tu dis putain, je suis bien. D'autres matins, tu te lèves, tu as l'impression d'être crevé, tu as mal dormi, tu t'es réveillé toute la nuit, tu n'as pas dormi d'une traite, tu es énervé. Tu vois, il y a plein. Mais tu vois, entre la fréquence cardiaque, à l'effort, au repos, le dynamomètre, si tu fais aussi des tests HRV, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et c'est à débat, voilà. Mais bref, il y a une application qui s'appelle HRV for Training qui, a priori, tient un peu debout sur le sujet, et qu'après, tu corrobores ça à voilà, est-ce que je me sens bien, est-ce que je sens que j'ai du jus, et bah, tu peux continuer ton truc. Si ça va pas, bah, t'autorégules ton entraînement à la baisse. J'avais fait un article, je sais pas si tu l'avais lu, sur secretdukayak.org, qui s'appelle l'autórégulation dans l'entraînement, et justement où j'explique un peu tout ça, parce que c'est sûr que plus tu progresses, plus il faut faire attention à ces signaux. C'est sûr que si tu t'entraînes 2-3 fois par semaine, bon, bah voilà, c'est pas très important, mais si tu t'entraînes tous les jours ou plusieurs fois par jour, bah, c'est important de suivre un peu cet état de forme pour savoir comment orienter au mieux ton entraînement et pas tomber, on va dire, dans un surmenage qui va te coûter peut-être très cher. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ou quoi faire pour bien récupérer? Est-ce que il y a des choses à mettre en place pour éviter, entre guillemets, d'être en surentraînement? Ouais, bah alors,
j'ai envie de te dire que la première chose à faire, c'est de bien s'échauffer. C'est de bien s'échauffer et de faire un bon retour au calme. Tu vois, Mais c'est tu dis ça, vraiment. mais il y a quand même une grande majorité des personnes qui ne s'échauffent pas, que Bah, ce bien sûr, bien soit en sûr. salle de musculation ou même en course à pied. Les personnes, elles partent direct à blinde et après, ben, il n'y a plus rien dans la caisse, quoi. Ouais, ouais, bah tu vois, moi je le vois aussi au kayak avec mes partenaires d'entraînement. Souvent, moi je suis un peu frustré parce que j'ai pas le temps de vraiment m'échauffer. Et quand je fais une séance tout seul, bah, je prends 15 minutes, je m'échauffe bien, tu vois, en dehors du bateau. Et donc je me mets dans le bateau, après je suis super, quoi. Et donc, ouais, ça c'est un truc qui m'ennuie un peu. Donc ça, échauffement, retour au calme. Et après, en dehors de l'entraînement, en fait, c'est des trucs un peu classiques. J'aimerais dire qu'il y a des trucs miracles, des trucs qui vont vraiment aider à progresser. Mais en fait, c'est avoir une alimentation qui couvre ses besoins. C'est le timing des prises alimentaires est important. Si tu fais des longues distances, bah, peut-être prendre des glucides pendant l'entraînement. En prendre surtout après, avec peut-être des protéines, peut-être des BCA en fonction de comment tu manges. C'est prendre des compléments pour les articulations pour les aider, entre guillemets, à récupérer. Également pour tes tendons, pour tes muscles, comme du collagène, de la glucosamine, des oméga 3. Mais tous ces trucs-là, en fait, on voit que l'effet est pas incroyable, quoi. C'est des petits effets, c'est de l'accumulation. Pareil, c'est comme bien dormir, mais ça, c'est du bon sens. Se masser, s'étirer, euh, retourner au calme après l'entraînement, ce que j'appelais le retour au calme tout à l'heure. Mais il n'y a pas de vrais raccourcis comme on aimerait qu'il y en ait, quoi. En fait, il y a que des trucs basiques qu'on sait déjà tous ou presque, qu'il faut mettre en place par rapport à ses ambitions, par rapport à ses objectifs. Plus ils sont élevés, plus il faut faire les choses correctement pour espérer y arriver, parce qu'on ne va pas tous y arriver. Mais sinon, ouais, il y a pas de secret, malheureusement. Il n'y a pas de gros raccourcis là-dessus, quoi. Il y a un moment, c'est incompressible ce temps de récupération, surtout quand tu vieillis. Tu vois bien que. Tu es encore jeune, hein. Mais tu vois bien que tu récupères un peu moins vite, quoi. Donc, tu acceptes de prendre plus ton temps, quoi. Ouais, super. Finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire que la performance en général, pour moi, ce serait quatre facteurs. On aurait l'entraînement en premier, l'alimentation en deux, la récupération, et puis enfin la partie, tout ce qui est émotion et le plaisir Bien qu'on sûr, prend bien pour sûr. s'entraîner. Bien sûr, non, Euh, mais je suis assez d'accord avec toi. Alors après, tu vois, j'en parlais dans le Superphysique Podcast avec June, là, qu'on a fait, qui sort vendredi. Euh, on a tendance, tu vois, à dire 50% alimentation, 50% nutrition, blablabla. En fait, pour moi, chaque curseur est à placer à 100%. Donc, tu as 100% de ton entraînement qui va donner, grâce à ton alimentation, si elle est à 100%, bah, peut-être donc plus de résultats que s'il n'y avait pas 100% en alimentation. Et ton hygiène de vie autour, le sommeil, voilà, ce que tu vas faire autour. Et effectivement, tu as tout l'impact psychologique. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu aimes ton entraînement? Est-ce que tu prends du plaisir? Même si n'avoir que du plaisir dans l'entraînement, c'est pas gage d'une bonne séance. Voilà, c'est gage d'un plaisir, voilà, émotionnel, psychologique. N'empêche qu'il y a aussi cette notion de spirit qui m'est chère. Mais oui, de toute façon, l'entraînement, la progression, elle est multifactorielle. C'est pas juste un seul truc. C'est pas je fais un petit, je sais pas, je change de couleur pour écrire et ça y est, paf, nous, un progrès de fou, quoi. Pas du tout, quoi. Non, c'est vrai, le plaisir, c'est vrai que il y en a beaucoup qui parlent de plaisir, mais instantané. Mais je donne un exemple. Moi, j'ai fait un trail ce week-end, 24 km, 1000 mètres de dénivelé, donc c'était un petit peu. Et sur la fin, il y a un peu plus de 3 km de montée à un peu plus de 15%. Ah, t'es dégoûté. Donc, ça pique un peu, ça arrache. Mais en fait, je râlais dans la montée, tu vois. Mais arrivé à la fin, mon objectif était atteint. Je voulais le faire en moins de 3 heures. Et ben, ça a été fait. Et le plaisir, il est là, en fait. C'est le plaisir de s'être défoncé pour atteindre ses objectifs, ouais. Bien sûr, c'est un peu cet épanouissement, comme on dit, c'est le chemin. Après, l'objectif, là, je pense que tu ne participais pas pour gagner, mais voilà, tu avais un temps en tête, un truc réalisable, tu l'as atteint. Puis maintenant, j'imagine que tu fixes un autre objectif, mais c'est vraiment tout ce truc-là, parce que c'est vrai que sinon, tu n'es pas motivé. 15% sur 3 km, bon, tu vas en marchant vite, mais voilà, quoi, hein. Enfin, c'est surtout quand c'est à la fin, quand tu as fait déjà les 800 mètres avant, ou à la fin, tu te dis, bon, après, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est dans l'effort qu'on a ce plaisir. Alors, je suis peut-être un Bien sûr, peu. mais moi aussi, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, c'est plus l'effort qui me motive que la perf. C'est cette sensation de tout donner où tu es vraiment dans le flow. Tu vois qu'aujourd'hui, donc, beaucoup parlent, mais tu es dans le flow et en fait, et tu penses pas à tout le reste, quoi, en fait. En fait, tu y es et puis voilà, quoi. Il y a rien d'autre qui existe. Tu es dedans, tu es concentré, tu es focus. Et il n'y a pas besoin de mettre en place plein de trucs pour y être. Quand tu fais du sport, en général, tu y es assez facilement, quoi. Ouais.
Et du coup, toi, ça fait plusieurs années que tu t'entraînes. Quelles habitudes quotidiennes t'ont aidé à atteindre tes objectifs? Vraiment des choses concrètes. Bah, il y a un truc qui est souvent négligé et sur lequel je reviens souvent, c'est de s'étirer. Tu sais, ça paraît con, mais en fait, rien que de s'étirer, même passivement, voilà. Moi, quand je fais ça tous les jours, le matin et le soir, ça me prend 12 minutes à chaque fois, donc 2 fois 12 minutes. Tu vois, j'ai un petit circuit qui mélange actif, passif, tout ça, bref. Et ben en fait, tout de suite, bah, j'ai beaucoup moins de douleur, je suis bien, je suis fluide. Et si je le fais pas, genre une journée, bah, je vais le sentir un peu. Si je le fais pas quelques jours, je dis, oh là là, je commence à me raidir, tout ça. Quand on est le reflet de nos habitudes, c'est vraiment ça. Tu vois, la meilleure habitude que j'ai, c'est ces 2 fois 12 minutes. Tu vois, c'est pas bien long, hein, parce qu'on va dire, ah, putain. Mais ça, vraiment, pour moi, ça change carrément la donne. Après, sur le reste, c'est de prendre, tu vois, je prends souvent un petit café avant l'entraînement, mais ou avant de faire un article, ou avant de faire un podcast. Mais c'est plus un rituel psychologique, tu vois. Ouais, je vois. Ça me fait penser, je me rappelle que tu avais parlé par rapport à des étirements, tu avais fait une séance avec des collègues et le lendemain, il y avait une autre séance et eux étaient cassés et toi, tu étais encore en pleine Bien forme. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, un coup, j'avais fait un stage de kayak. Et donc, on s'entraîne 2 fois par jour avec des copains, tout ça. Et moi, bah voilà, le matin, je m'étirais même plus, hein. Moi j'ai tendance à penser, comme le dit Christophe Cario, il le disait déjà il y a 15 ans, hein, c'est que plus tu t'entraînes, plus tu dois faire de choses pour compenser ton entraînement. Parce que l'entraînement sportif, c'est pas quelque chose de sain. Tu vois, on est adepte de l'effort, on va forcer, on va aller au-delà de ses capacités. Même si tu sens rien, tout ça, tu vas au-delà, tu es en train de t'user, voilà. Et c'est vrai que dans ce stage-là, en fait, le matin, je m'étirais déjà 15 minutes. Ensuite, on allait faire la séance de kayak, on rentrait, on mangeait, je faisais une sieste. Ensuite, après la sieste, je me réétirais tranquillement, je me remobilisais. Puis, on refaisait une séance. Et le soir, je faisais encore un peu de relaxation, peut-être pas des étirements, mais voilà, de la respiration, aller marcher tranquillement. Et tous les jours, j'étais en forme. Tu vois, avec tous les indicateurs que je te donnais, tous les jours, j'étais super en forme. Puis il y en a, en fait, au bout de 3-4 jours, ils étaient rincés, quoi. Vraiment, ils étaient rincés parce qu'en fait, ils s'étirent pas, ils font rien. Tu vois, ils font juste les séances et puis c'est tout. Alors que peut-être parce que j'ai une prédisposition à avoir des douleurs facilement depuis que je suis gamin, bah, en fait, je suis sensibilisé à tous ces trucs pour justement être toujours bien, quoi. Ouais, je vois. Euh, et je sais que du coup, oui, tu fais pas mal de stages et je t'ai entendu dire que au niveau de l'alimentation, dans ces stages-là, c'était pas toujours joli joli. Pour toi, du coup, c'est quoi ta définition de bien manger? Bah, normalement, c'est très simple. Normalement, c'est des aliments sains, non transformés, le moins industrialisés possible. C'est pas des plats tout prêts. C'est ouais, c'est pas des aliments raffinés, tu vois. Je vois du stage dont tu parles où j'avais été. Je vais pas le citer pour pas faire trop de mauvaise pub, mais en fait, ils te filent du pain blanc. Le matin, c'est des cornflakes ou des chocs à pic. Les yaourts, les yaourts nature, c'est des yaourts nature sucrés. Tu dis, mais attends, c'est un truc sportif de haut niveau, hein. C'est un endroit vraiment pour le haut niveau. Ils se vendent être terre d'accueil des jeunes, non, tout ça, hein. Tu vois, le midi, c'était de la viande en sauce. Vraiment, tu te dis, bah, c'est des pâtes au beurre, vraiment des trucs. Certains vont dire, bah, c'est pas grand-chose. Bah si, en fait, c'est énorme. Et c'est vrai qu'à fin de semaine, j'étais crevé, en fait. De rien bouffer, de bouffer ça. J'avais été faire des courses quand même à côté pour pouvoir manger un peu plus, des trucs sains, tout ça. Mais ça te fait la peau, en fait. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, l'alimentation, c'est le support de ton entraînement. Si tu fournis pas le bon carburant et que tu t'empoisonnes, n'ayons pas peur des mots, à chaque repas, bah forcément, en fait, tu peux pas, tu peux pas être en forme, quoi. Car certains le sentent peut-être pas qu'ils sont en méforme. Mais moi qui suis habitué à être en forme, je le sens quand je suis en méforme, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le pain blanc, c'est pas bon? Enfin, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mais c'est bon, c'est juste du pain, c'est de la farine, ou même des pâtes blanches, et qui ne comprennent pas Ouais, bah, pourquoi. il y a plusieurs choses. Les plus simples, c'est qu'on va classer, entre guillemets, les sources de glucides, donc qui apportent voilà, des glucides, par exemple les féculents, mais aussi les fruits, les légumineuses, tout ça, avec ce qu'on appelle l'index glycémique. L'index glycémique, c'est la capacité qu'a 50 grammes de glucides issus de la source à élever la glycémie. Donc en théorie, c'est proportionnel, ça fait monter le taux de sucre dans le sang, plus ou moins rapidement, donc c'est ça l'index glycémique, et tu as une réaction d'insuline proportionnelle à ça. Or, nous, ce qu'on veut, pour être en forme, entre guillemets, pour pas avoir de coups de barre, pour pas avoir des coups de mou, voilà, c'est que l'insuline reste le plus stable possible. Donc idéalement, il faut que ta glycémie, quand tu manges un aliment, ta glycémie monte doucement et reste stable longtemps. Tu veux éviter que ça fasse des pics. Donc ça, c'est influencé par le type de glucides que tu vas manger, la source, mais également la quantité. Parce que si tu prends un index glycémique, un aliment qui a un faible index glycémique et qui fait monter très doucement ta glycémie, mais que tu en prends une grosse quantité,
Mais en fait, ça influence forcément ton pic de glycémie. Alors, si tu manges du pain blanc, des pâtes blanches, je vais taper tableau index glycémique, c'est un index glycémique très très élevé. Et en fait, ça va faire varier ta forme, ça va te faire des coups de barre. Si vous ne le sentez pas, c'est que votre sensibilité à l'insuline commence à être sacrément détériorée et vous n'êtes pas loin du diabète, malheureusement. Vous êtes en cours de diabète. Voilà, il y a d'abord une perte de sensibilité des récepteurs à l'insuline. Et ensuite, bah voilà, après, c'est la catastrophe. Et on n'en guérit pas, hein. Une fois que c'est foutu, c'est foutu. Mais bref, et donc c'est pour ça que tous ces aliments qui sont vraiment très industrialisés, bah, faut les éviter. C'est pour ça qu'il faut privilégier plutôt, si vous mangez du pain au levain, des pâtes semi-complètes, des pâtes au sarrasin, du riz semi-complet. Voilà, faut éviter. Alors après, tout ça, c'est aussi influencé par ce que vous mangez avec durant le repas. Si vous mangez des protéines, bah, souvent les protéines, surtout animales, vont aussi augmenter la glycémie. Parce qu'on s'est aperçu aussi, via l'index insulinique, que certains aliments, en dehors d'une on va dire d'une quantité de glucides qu'elle pourrait avoir, donc dans la viande, il n'y a pas de glucides, et ben, pouvaient augmenter fortement l'insuline, notamment à cause de certains acides aminés, comme la leucine, les BCA, je crois même l'alanine de mémoire, qui est glucoformateur. Je suis plus sûr pour l'alanine, donc les experts me pardonneront si ce n'est pas le cas. Mais, euh, mais ouais, et donc ça joue aussi. Et ce qui fait par contre baisser la glycémie du repas, c'est de manger des graisses avec. Donc par exemple, de prendre des oléagineux, de mettre de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de mettre des huiles, ça va ralentir. De manger du poisson gras aussi, ça va aider. Mais si vous faites un repas, par exemple, le pire repas pour sa glycémie, on va rigoler, mais c'est de manger des pâtes blanches avec du fromage. Ça, c'est le pire. Parce que les produits laitiers ont un index insulinique énorme, les pâtes blanches ont un index glycémique énorme, et donc les deux cumulés, ça fait boum, quoi. Ou Donc pareil, alors, du lait avec des céréales, c'est lent. ouais, Avec des céréales un peu pourries, des bonnes style cornflakes. voilà, des cornflakes, des chocapic, des smacks, je sais pas, tous les trucs qu'on était quand on était gamin, des miel pops, des frosties, tout ça, avec du lait. Ça, c'est le meilleur moyen de se foutre en l'air, quoi. Sans exagérer, hein. Et il me semble que manger des crudités aussi en début de Bien repas, ça sûr. aide à baisser l'indice glycémique. Ben ouais, parce qu'en fait, ça te remplit le ventre, ça fait des fibres, ça fait de l'eau, donc ça fait énormément ça ralentit ce qu'on appelle la vidange gastrique. Et donc, comme la vidange gastrique est moins rapide, bah forcément, ça va moins vite dans le sang, ça monte moins vite que si tu as l'estomac vide. Alors après, il y a des périodes où prendre des glucides à fort index glycémique, c'est intéressant, notamment dans les sports d'endurance, de longue distance, parce que tu es à plat, en fait, en train de consommer, 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 et tu veux au maximum limiter l'utilisation de tes réserves pour ne pas que la baisse de tes réserves envoie un signal du style warning, 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 et te fasse ralentir. Donc c'est là que ça a du sens. Surtout sur, là, on le voit, ceux qui regardent les Ironman, par exemple, en triathlon, les mecs, il y en a certains, ils ont plus de 100 grammes de glucides par heure. Donc, ce qui est assez énorme, mais ce qui est à faire si on veut avoir du jus tout au long de l'épreuve. Ouais. Le marketing étant ce qu'il est, comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon produit? Parce que maintenant, sur un produit full industriel, c'est écrit sain, c'est écrit rempli de protéines, donc finalement, c'est un bon produit. Tu parles en termes d'aliments, de plats? Ouais, de plat, ouais. Ben, en fait, c'est pas bien compliqué. Pareil, c'est que du bon sens. C'est dans ce que vous achetez, il ne doit y avoir qu'un seul ingrédient. S'il y a plusieurs ingrédients, c'est mauvais signe. Alors après, voilà, là on va un peu à l'extrême, mais moi je mange souvent du macro en boîte ou du macro même sous vide. Et bah souvent ils rajoutent un peu de sel pour la conservation. Donc voilà, il y a un peu de sel, donc c'est pas parfait, mais c'est moins pire. L'idée, c'est de faire le moins pire, parce que de toute façon avec cette société, comme j'en parlais avec Anthony Berthoud dans les Secrets du Sport, dans mon podcast Secrets du Sport, je crois le numéro 7 ou 8, et ben en fait, il y a tout est contaminé, tout est rempli de saloperies, même quand ça paraît sain. Et donc l'idée, c'est de varier et d'avoir, quand vous faites vos courses, le moins d'ingrédients possible dans les barquettes que vous achetez. S'il y a plein de trucs, tu vois, je donne un exemple de Skir, par exemple. Là, je mange un peu de Skir en ce moment. Il y a une marque qui est vachement bien, zéro colorant, zéro arôme, zéro édulcorant, voilà, tout ça nickel. Et tu en as d'autres, tu vois la liste, putain, ils mettent le paquet de saloperies, quoi, vraiment. Et tu pourrais dire, mais attends, c'est bizarre, tu vois. Et en fait, non, il y en a qui mettent vraiment des saloperies à fond, quoi. Donc, lire les étiquettes et Ouais, quand lire on a les un étiquettes doute, et qu'il y ait il le n'y a moins pas de... d'ingrédients possible. Et surtout quand il y a des choses qui vous paraissent, il y en a qui s'intéressent, hein, qui vous paraissent bizarres, vous ne savez pas ce que c'est, nanana, bah, ne pas hésiter à prendre votre téléphone, taper sur Google ou n'importe quel moteur de recherche le nom du truc et voir ce que c'est. Si ça semble louche, c'est que c'est louche. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Toujours dans l'alimentation, on va parler un peu des compléments alimentaires. Euh, à partir de quand en prendre? Est-ce qu'on peut pas d'abord tout gérer par l'alimentation et ensuite voir pour prendre des compléments, ou est-ce qu'il faut tout de suite prendre des compléments dès qu'on démarre? Mais il y a plusieurs avis divergents sur le sujet.
Moi, je suis plutôt partisan, comme ça fait bien longtemps que je coach et que je vois l'alimentation de beaucoup, de d'abord adopter une alimentation saine, même si elle ne va pas couvrir tous les besoins, comme certains veulent nous le faire croire qu'on aurait. Euh, et ensuite, une fois que les bases saines sont posées, que les habitudes sont faites, prendre des compléments. Pour moi, ça n'a aucun sens quand je vois certains, notamment en muscu, qui achètent des protéines en poudre alors que, je sais pas, ils mangent des pizzas tous les jours. C'est gâcher son argent. Ou d'acheter des oméga 3 super qualité, comme on peut proposer sur Super Physique. Et puis à côté, ils mangent des plats préparés tout pourris. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que moi, je suis d'abord pour l'alimentation saine, en étant conscient que même si certains faux spécialistes disent voilà, c'est pour avec l'alimentation saine, il n'y a pas besoin de compléments, tout ça, c'est pas vrai. On sait bien que notre nutrition est de plus en plus appauvrie, même s'il y a plein de substances qu'on ne connaît pas, qu'on trouve dans les aliments et qui nous font sans doute du bien. Se supplémenter par la suite. Mais pareil, après, c'est aussi une histoire de budget. Qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu prends pas, qu'est-ce qui est prioritaire? Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par les compléments santé. Donc, ça va être vitamines et minéraux, au moins les basiques, euh, du collagène, de la glucosamine pour les articulations, ça va être des oméga 3, ça va être de la créatine pour la santé, hein, pas que pour les muscles, mais vraiment pour la santé. Plein de petits trucs comme ça qui vont justement aider à avoir une alimentation la moins carencée possible, de toute façon, tout en sachant que de toute façon, elle sera carencée si on n'arrive pas à tout avoir, quoi, et on n'arrive pas à déterminer exactement quels sont nos besoins précisément. Ouais. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, vitamine D, oméga 3, collagène Bien et sûr, compagnie. On commence à être un peu submergé par toutes ces marques. Finalement, on se dit que on se perd dans de la poudre ou dans des capsules de gélules qui n'apportent, je vais pas dire rien, mais et à côté de ça, comme tu dis, on mange des pizzas et compagnie, quoi. C'est bien sûr, bien devenu sûr. vraiment le monde à l'envers. Bien sûr, mais après, tu sais, les compléments alimentaires, c'est toujours une histoire de marketing, hein. Tu sais, tu as plein de crèmes anti-rides, tout ça. Tu sais, bah, je peux te parler du collagène. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, le collagène, c'est pas très bon au goût. Bah, je dis oui, mais on fait en poudre. Vous mettez dans un yaourt, ou vous mettez dans une compote, dans un jus de fruits, ou voilà, vous mettez dans ce que vous voulez, ça passe. On sent même pas le goût. Je dis oui, mais moi, j'aimerais plutôt le prendre en gélule. Ou il y en a, tu vois, donc, ils mettent des crèmes anti-rides avec un peu de collagène dedans. Mais en fait, les quantités qu'il y a dans la crème ou dans les gélules est tellement ridicule que ça, c'est de l'argent gâché, en fait. Ça n'a aucun sens de prendre 1 gramme de collagène ou moins, tu vois, avec les crèmes. Ça fait rien. Mais c'est du business parce qu'on te fait un bel emballage, on te fait une belle publicité, on te met une personne qui n'a pas de rides, on te met des belles images, tout ça. Les compléments alimentaires, c'est beaucoup de marketing. Tu vois, ce matin, je suis encore tombé sur une marque de compléments alimentaires pour le triathlon. Je ne vais pas la citer pour pas qu'ils nous attaquent. Mais je suis tombé dessus et ils disent ah, nouvelle marque qui arrive depuis l'Australie, exceptionnelle, blablabla, tout ça. Je dis ah bon, bah, je vais aller voir, tu sais, je suis toujours curieux. Et je vois des prix, genre du magnésium, genre pour 1 mois à 40 euros, magnésium classique, quoi. Et ils font des beaux emballages, un bon marketing, ils sponsorisent des triathlètes pro, tout ça. Mais c'est bidon, quoi. Tous leurs compléments sont bidons. Franchement, je n'en avais pas vu un bien. Euh, Il y en a que ça peut discuter, mais à des prix défiant toute concurrence, quoi, hein, et pas dans le bon sens du terme. Une personne qui démarre et qui voit tout ça, elle se sent perdue et elle veut tout acheter. De la canette énergisante à la poudre magique qui lui fera gonfler les muscles. Demain, toi, tu dois entraîner, allez, on va dire un débutant, un intermédiaire. Qu'est-ce qu'il doit faire pour performer? Bah, il doit déjà s'entraîner intelligemment et ensuite Mais c'est manger important de sain. le dire, on rigole, mais Voilà, il doit c'est déjà vrai que s'entraîner l'entraînement, incessamment, intensément. Donc vraiment avoir envie de progresser, que chaque séance compte. Il doit ensuite manger sainement, voilà, sans parler de compléments. Il doit avoir une bonne hygiène de vie. Je pense à un de mes élèves là qui m'ont souvent son résumé d'entraînement, genre à minuit, 1 heure du matin. Mais je dis attends, tu me dis que tu veux progresser, tu te couches à 1 heure du mat. Je dis ça va pas, tu travailles la journée, ça va pas quoi. Tu dors pas assez, tu te couches trop tard, bref. Donc ça. Et ensuite seulement, on peut parler de compléments alimentaires. Mais encore une fois, les priorités, c'est oméga 3, comme tu as dit, vitamine D, voilà, s'il n'y a pas trop de soleil. C'est un multivitamine, c'est de la créatine, c'est du collagène. Voilà, c'est ça la base. C'est pas de prendre un booster à la con, c'est pas de prendre des trucs qui nous promettent monts et merveilles. C'est déjà les aliments santé, les compléments santé. Et donc, souvent, moi, je fais démarrer sans complément, sans rien. Je dis, voilà, on va déjà poser la diète, on va déjà poser l'entraînement, on va voir comment ça se passe. Et ensuite, seulement, si on doit dépenser de l'argent, le but, c'est qu'on ne gâche pas son argent. ouais, entièrement d'accord. Je vais revenir un peu sur l'entraînement. Tu as parlé d'entraînement.
Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent s'entraîner et qui s'entraînent, allez, 3 fois à 20 ou 30 minutes par semaine. Est-ce que, pour toi, c'est suffisant? Bah, ça dépend ce que tu veux. Tu sais, aujourd'hui, on est dans une société un peu où tout va très vite, où on veut des résultats, voilà, et où certains se disent, voilà, moi j'ai toujours tendance à penser que mieux vaut un que zéro, donc mieux vaut des séances de 20 minutes que pas de séance du tout. Après, quel est l'objectif? Si l'objectif, je sais pas, c'est de faire 45 minutes au 10 km et de faire 3 séances de 20 minutes, bon, en course à pied, tu vas pas y arriver. À moins que tu sois vraiment très doué et que tu avais un gros niveau avant, tu vas pas y arriver. Euh, je peux prendre d'autres exemples. En muscu, voilà, tu veux vraiment te transformer physiquement, tu n'as que 3 fois 45 minutes par semaine. Bah, écoute, tu vas te transformer un peu, mais ça va pas être la folie, quoi. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est 3 fois 1h15, 1h30 minimum, ou alors 4 fois 1h15, 4 fois 1h, 4 fois 1h15. Et là, tu vas te transformer au fil du temps, avec les mois, les années, tout ça. Mais ouais, après, aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas la loi du moindre effort parce que tout le monde le sait. Certains peut-être se mentent, mais tout le monde le sait qu'en 3 fois 20 minutes ou 3 fois 30 minutes, voilà, il va pas se passer grand-chose, quoi. Surtout si, tu vois, 30 minutes par semaine, je vais pas faire le calcul parce que si je l'ai en tête, ça fait 168 heures une semaine, tu vois, 7 fois 24, et tu fais 1h30 de sport sur 168 heures. On est le reflet de ce qu'on fait le plus. Bon, bah, le sport, c'est quoi? C'est même pas, c'est quoi? C'est 1%. 1% de ta semaine. Bon, bah voilà. 1%, bah voilà, ça compte pas pour, pour ton aspect physique ou pour ta forme physique. C'est mieux vaut que zéro, mais c'est petit. Alors après, forcément, tu sais, quand tu as des enfants, une vie de famille, une vie sociale, un boulot qui est loin de chez toi, du temps de transport, tout ça, bah, c'est compliqué de vraiment prendre soin de toi. Mais après, voilà, c'est des choix de vie à faire en fonction de comment on souhaite vivre. Tu l'as dit, du coup, comment avec, cette vie, où on a le temps de rien faire finalement, comment on peut maximiser son temps, pour allier, performance et équilibre, de vie? Bah, tu peux pas. Tu veux pas? Moi, tu sais, pareil, souvent, j'ai des gens qui viennent donc à ma salle, au Super Physique Gym, pour des analyses, tout ça. Et une des premières questions que je pose, c'est je dis, est-ce que tu es marié? Si on me dit oui, je dis, est-ce que tu as des enfants? Si on me dit oui, je dis, bah écoute, ça démarre très mal. Je dis, si tu veux vraiment progresser, il faut que tu divorces et que tu vendes tes enfants. Et je dis ça en rigolant, mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Ça, ce sont, d'un point de vue sportif et performance, pour beaucoup de personnes, des poids morts. Voilà, c'est des choses qui vont te ralentir. C'est dur à entendre, mais ça dépend de l'objectif que tu as. Si tu veux vraiment progresser le plus que tu peux, tu es vraiment archi motivé, ben, ce sont des points morts. Si demain, tu as 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir pour aller bosser, tu restes 9 heures sur place, ça fait déjà 11 heures. Là, en plus, il va bientôt faire nuit quand les gens vont rentrer le soir. Ben, c'est compliqué. Tu dis, ouais, bah, tu vas faire 1 heure de muscu. Bien sûr, tu vas faire 1 heure de muscu ou 1h15 si tu veux. Mais en fait, tu arrives à ta séance, t'es pas dans les. Tu vois, le suivi de forme dont on parlait tout à l'heure, ça sert à rien de le faire. En fait, tu es crevé tout le temps. Tu es tout le temps dans le jus. Et si tu rentres chez toi, en plus, tu as tes enfants, ils sont petits, ils sont en bas âge, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu les laves, il faut que tu leur fasses à manger, il faut que tu t'en occupes. Ils dorment pas la nuit, ils te réveillent, nanana, tu dors pas en plus. Bon, bah, tu as plein d'éléments qui sont contre toi. Donc, en fait, tu ne peux pas. Alors, certains y arrivent. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle, voilà. Mais j'ai tendance à penser que quand tu fais des enfants, ils deviennent la priorité et ton optique performance pour toi, bah, elle est secondaire en fait. C'est l'enfant qui passe en premier ou les enfants. Et toi, tu te mets en retrait pour mieux bien les éduquer, bien t'en occuper, leur donner le plus de chances possible dans la vie, mais que la performance, voilà, tu t'oublies ton meilleur niveau. Et ce qui est pas grave en soi, mais tu peux pas tout faire à la fois. Tu sais, tu peux pas être millionnaire, faire les Jeux Olympiques, donc avoir une entreprise qui génère des millions, autre que toi, hein, faire les Jeux Olympiques en je sais pas quelle distance, tu t'entraînes à fond, et puis avoir une femme, 4 enfants, et puis un énorme jardin que tu dois entretenir, et puis je sais pas, et puis 2 chiens que tu dois sortir pendant des heures par jour. Et à un moment, la vie, c'est qu'une question de choix. C'est qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui est important pour toi, et après tu mets en place ces choses-là. C'est pour ça que c'est hyper important, je pense, de bien réfléchir à ce qu'on veut avant d'agir. Mais encore une fois, c'est juste du bon sens. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire parce que, il y en a beaucoup qui se voilent la face et qui se rendent pas compte, des efforts à fournir pour réussir quoi, pour Bien sûr, arriver, bien sûr. Dans le sport, je ne sais plus à qui j'en parlais il y a quelques jours, il me disait, ouais, les gens ne se rendent pas compte. On parlait du triathlon, voilà, on parlait du triathlon, parce que j'ai interviewé Pascal Choisel dans Les Secrets du Sport, qui est entraîneur triathlon. Et je ne sais plus à qui je parlais de ce podcast, il me dit, putain, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il faut faire pour performer à haut niveau, tout ça. Bah, en fait, moi, j'ai tendance à pas côtoyer de gens normaux, on va dire, plutôt des sportifs ou des gens qui sont un peu dans le même milieu que moi. Donc, on s'en rend compte, on voit bien ce que c'est.
Mais c'est vrai que beaucoup ne se rendent pas compte que, tu vois, souvent, la muscu, ça a été apparenté à un sport facile, c'est de la gonflette, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'en fait, putain, quand tu es naturel, voilà, tu prends pas de produits dopants comme beaucoup, en fait, c'est un sport 24 sur 24 presque, hein. C'est OK, tu as l'entraînement, c'est peut-être pas si long, voilà, 1h15, 1h30, et plus, voilà, plus tu progresses, plus il faut t'entraîner pour continuer à progresser. Mais ensuite, c'est l'alimentation aussi, c'est l'hygiène de vie, quand est-ce que tu dors, quand est-ce que tu te lèves, c'est faire tes massages, tes étirements, tout ça. C'est plein de choses à mettre en place pour progresser. Et donc, c'est pour ça que c'est 24 sur 24. Et c'est loin d'être la gonflette facile, tu fais 2-3 trucs et puis tu gonfles. Pas du tout. Avant que tu sois bien, si tu n'as pas 18-20 ans comme mes élèves en BPGEPS, en fait, c'est des années et des années d'entraînement 24 sur 24 avant d'être vraiment bien. Et encore, tu seras encore en train de chipoter en disant je manque de ceci, je manque de cela. Donc, alors que tu seras quand même très bien. Et du coup, pour quelqu'un, on va essayer de finir sur une note un peu plus positive. Mais c'est positif, c'est positif. C'est choisir sa vie, c'est positif. Mais pour quelqu'un, du coup, qui veut choisir sa vie et qui décide d'amener des changements positifs dans sa vie, par quoi il doit commencer? Parce qu'avec tout ça, il est un peu perdu. Par Non, quoi c'est est-ce qu'il peut l'entraînement. Pour commencer? moi, c'est l'entraînement. Pour moi, il faut que, tu vois, souvent, pareil, j'ai des élèves, des gens qui me contactent pour être coachés, et je vois que la diète, c'est compliqué. Je dis, bah voilà, la diète, on met peut-être en stand-by pour l'instant. Continue à manger comme tu manges, et on va commencer par l'entraînement. Et une fois que l'entraînement est réglé, tu vois, on a des exercices, techniquement, c'est bien, on voit qu'on progresse à l'entraînement, bah, tout naturellement, la diète, elle va venir, parce que la personne va dire, ah, je m'entraîne bien, j'aimerais bien plus progresser. Bah, je dis, bah écoute, l'entraînement, il est bien, on passe sur la diète. Ensuite, on fait la diète. Une fois que c'est la diète, on se dit, bon, tu vois, si la diète à 90%, elle est bien, c'est à peu près ça, hein, personne n'est à 100%. Et bah, après, tu dis, bah, voilà, l'hygiène de vie, comment c'est? Si tu te couches tous les jours à 1h, tu dis, bah, tiens, on va peut-être essayer de se coucher à minuit ou à 23h. On va essayer. Donc, progressivement, on va y arriver. Et donc, tu vois, je commence toujours par l'entraînement parce que c'est la partie vraiment plaisante. Tu vois, c'est la Combien partie. de séances par semaine? À peu près Bah, pour une si c'est personne. de la muscu, moi, je prends personne en général en dessous de 3 séances par semaine. Voilà, 3 fois 1 heure me semble être le minimum pour vraiment essayer pour avoir des résultats, pour se transformer physiquement, sachant que ce ne sera pas suffisant à terme si on veut continuer à progresser, mais pendant 1, 2, 3 ans, ça peut être suffisant. Et ensuite, bah voilà, il faudra soit augmenter la durée, 3 fois 1h15, 1h30, 1h45, 2 heures, peut-être, ou passer à 4 séances, qui est souvent 3 séances d'1h30 ou 4 séances d'1 heure, 1h15, le bon compromis pour progresser naturellement quand on a une vie à côté de la musculation. Et voilà, qu'on a peut-être en femme, enfant et un boulot pas trop stressant et qu'en plus on est encore assez jeune. Tu parles de musculation, j'aimerais bien faire un petit point sur la santé, parce que la musculation, c'est bien, tout ça en sport, mais il y en a beaucoup qui se plaignent d'avoir un ventre ou un peu des poignées d'amour, tout ça. Comment on peut faire, du coup, pour un peu enlever ce ventre ou ces poignées d'amour? Mais faut Est-ce que perdre juste en faisant de la musculation et rien d'autre à côté, ça marche? Ou Non, est-ce bah qu'il ne non. faudrait pas aller marcher, faire du cardio? Ouais. Si l'objectif c'est de perdre du poids et qu'on s'en fout un peu d'être musclé, bah, c'est sûr que les activités cardiovasculaires sont plus importantes que la musculation pour perdre du poids. Après, dès qu'il y a une notion de poids, bah, l'alimentation rentre énormément en compte. L'activité physique, là on parle de cardio, va servir à augmenter vos dépenses caloriques qui ne doivent pas être compensées par l'alimentation pour dépenser plus de calories que vous n'en consommez pour perdre du poids. Alors souvent, on aimerait perdre que de là où on stocke. Voilà, mais la vérité, c'est que de là où on stocke préférentiellement, c'est là où on perd en dernier. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, entre guillemets. Souvent, c'est trop tard. Pour pas stocker localement, en faisant plein d'exercices localisés, en essayant d'avoir une circulation sanguine la plus homogène possible sur le corps, pour justement avoir une déposition du gras global et non pas local. Quand c'est local, en fait, ça oblige souvent à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour perdre ça. Et ça implique souvent de descendre vraiment très, très bas en termes de poids pour perdre ça. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'objectif d'être musclé, mieux vaut être dans cette optique d'exercice cardiovasculaire. Et c'est vrai qu'en ce sens, tu vois, la course à pied, par exemple, c'est une activité qui brûle beaucoup, beaucoup, beaucoup de calories. Super. Bah écoutez, voilà, vous l'avez compris. Entraînement, alimentation, récupération et prenez du plaisir. Voilà. Voilà, Bon, en tout cas, c'est ce que je retiens c'est de pas cet faux. entretien. C'est pas très compliqué. Voilà. Écoute, Rudy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur un sujet qu'on n'a pas abordé Non, ensemble? non, tu sais, moi, je suis toujours. Je réponds aux questions avec plaisir. Si c'était tes questions, c'est tes questions et ça me va très bien. Eh ben, écoute, super. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et le plus simple, comme j'ai dit au début, c'est sur mes deux sites principaux, superphysique.org et rudicoya.com.
Et j'invite, si vous êtes intéressé par le sport, à écouter surtout mon podcast Les Secrets du sport, qui est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, Apple, etc. Voilà, comme ça, vous en apprendrez plein et vous verrez que c'est hyper intéressant. On mettra tous les liens dans l'épisode, dans les notes de l'épisode. Super. Eh ben, merci à toi. Eh ben, écoute, Rudy, je te remercie en tout cas pour ton temps. Salut à tous. Eh ben, je te dis à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.